nous formons à l'innovation, réinventons notre manière d'enseigner. Ouais, c'est une citation qui donne vraiment le ton. Oui, elle est tirée d'un ouvrage d'un professeur en école d'ingénieur, c'est ça? Et on va justement explorer ça aujourd'hui. Exactement. Plonger dans ces différentes méthodes pédagogiques dans le supérieur. Voir un peu comment ça évolue. Du très classique cours magistral jusqu'aux approches hybrides, et même avec l'intelligence artificielle qui s'invite. Et un point clé que l'auteur soulève tout de suite, c'est cette distinction. Information versus connaissance. Voilà. L'information, c'est les données brutes, le comment. La connaissance est plus abstrait, c'est le sens, le pourquoi, issu de l'expérience. Et à notre époque, où l'info est partout, tout le temps, bah oui, la question c'est comment on aide les étudiants à passer de l'une à l'autre, de cette info brute à une vraie connaissance. C'est tout l'enjeu. Alors, l'auteur nous parle de 3 approches principales. La classique, l'inversée, et puis une sorte de mix, la semi-inversée. Avec une touche d'IA pour la dernière en plus. Bon, alors commençons par la base, le modèle que je pense tout le monde a connu. Le cours classique. Ah, le cours magistral, le prof présente, développe, répond parfois aux questions et conclut. L'étudiant, lui, est plutôt passif, il écoute, il note. C'est un cadre, hein, c'est sûr. C'est familier, ça permet de transmettre, disons, rapidement pas mal d'infos. Mais l'auteur a une image, Oui, celle du citron pressé versus le citron planté. C'est assez parlant, non? activité, ça favorise la mémorisation plus que la compréhension profonde, la créativité est pas vraiment encouragée. Et il mentionne même, ce qui est un peu étonnant, des enseignants qui évitent les questions des étudiants. Oui, ça pose question sur l'objectif final, effectivement. Bon, face à ces limites, il y a eu des alternatives, notamment la classe inversée, le flipped classroom. Alors là, on retourne complètement le principe, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est que l'étudiant découvre la théorie, les concepts, chez lui, avant le cours, via des lectures, des vidéos. D'accord. Et le temps en classe, du coup, il sert à quoi? Il est dédié à l'action. Discuter, faire des exercices, résoudre des problèmes, travailler en groupe. Le prof change de rôle. Il n'est plus celui qui délivre le savoir de façon frontale. Non, il devient plutôt un animateur, un guide. Il facilite les échanges, il accompagne. Ça demande une sacrée préparation en amont pour l'étudiant, j'imagine. Ah oui, autonomie et discipline sont nécessaires. Et en classe, ça démarre souvent par leurs questions, puis des activités, des débats. L'auteur insiste sur des règles de dialogue, écoute, partage de parole, respect. Justifier ses arguments aussi, j'imagine. Absolument. Les points positifs, c'est clair, plus d'engagement, on peut personnaliser le rythme, ça développe l'esprit critique, la collaboration. Le temps en classe est optimisé pour l'interaction. Mais il y a aussi des inconvénients, non? La source en parle? Oui, bien sûr. Déjà, ça dépend beaucoup de la technologie, de l'accès aux ressources. Et puis, si les étudiants ne jouent pas le jeu, s'ils ne préparent rien. Bah, ça tombe un peu à l'eau. Exactement. Et pour l'enseignant, c'est une charge de préparation qui peut être assez conséquente. L'auteur lui-même a constaté une participation parfois inégale, une compréhension qui reste superficielle chez certains. D'où l'idée de chercher une troisième voie, peut-être? Voilà. C'est là qu'il propose son approche semi-inversée. Un hybride en quelque sorte. Un mélange des deux pour essayer de pallier les faiblesses de chaque C'est modèle? l'idée. Il l'a testé sur un cours dédié à l'innovation. Alors, une séance type, ça se passe comment? Oui, concrètement. En général, 3 phases. Première phase, les étudiants prennent la parole. Ils débattent sur une question précise que le prof a posée en amont. Le prof est là, il modère, mais il n'intervient pas sur le fond. D'accord, il laisse émerger les idées. Puis, deuxième phase. Là, le prof reprend la main. Il fait une présentation, un peu comme un cours classique, mais qui s'appuie sur ce qui a été dit avant. Il synthétise, corrige, apporte des compléments. Et la troisième phase, c'est celle avec l'IA. Oui, c'est une phase optionnelle mais intéressante. On demande à une IA générative de répondre à la même question que celle débattue par les étudiants. Ah, et on analyse la réponse de l'IA. Exactement. Les étudiants évaluent la qualité, la cohérence, est-ce qu'il y a du superflu, des répétitions. Ça apprend à utiliser ces outils de manière critique. Et pour évaluer les étudiants, c'est hybride aussi. Oui, une combinaison des comptes rendus des débats rédigés par les étudiants, la participation orale, et puis des contrôles de connaissances plus classiques, genre quiz. Intéressant. Et l'IA, elle peut aussi être utilisée par les étudiants en dehors de la classe pour leurs travaux. Oui, et l'auteur propose même une méthodologie. D'abord, comprendre l'outil IA qu'on va utiliser. Ensuite, s'en servir pour générer une première réponse, une ébauche. Ce n'est que le début. Surtout, pas s'arrêter là. La troisième étape, cruciale,
analyser critiquement ce que l'IA a produit. Et enfin, quatrième étape, formuler sa propre proposition, sa propre synthèse argumentée. Donc l'IA comme un assistant, un point de départ, mais jamais comme une fin en soi. C'est exactement ça. Un outil puissant, mais qui ne remplace pas le jugement humain. Alors, si on essaie de conclure un peu, est-ce qu'il y a une méthode qui sort du lot, une qui serait la meilleure? La conclusion de l'auteur est plutôt qu'il n'y a pas de solution miracle universelle. L'efficacité dépend vraiment du contexte. De la matière enseignée peut-être, si on est plus dans le comment ou le pourquoi? Oui, des objectifs pédagogiques visés, du public étudiant. Ce qu'il suggère, c'est plus une sorte d'agilité. L'enseignant doit être capable de piocher, de combiner les approches selon les besoins spécifiques de chaque cours, voire de chaque chapitre. Une boîte à outils, en somme, à utiliser intelligemment. Voilà. L'objectif final reste toujours le même, accompagner les étudiants pour qu'ils transforment l'information, qui est surabondante aujourd'hui, en connaissances solides et en compétences réelles. Et face à l'IA, on voit bien qu'on ne peut pas juste l'interdire ou l'ignorer, il faut apprendre à vivre avec, à l'intégrer judicieusement. C'est incontournable. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir. Oui, Si l'information est accessible partout, si l'IA peut générer du contenu, quelle sera demain la valeur ajoutée irremplaçable de l'enseignement supérieur, au-delà de juste transmettre des contenus? comment cultiver ce qui fera vraiment la différence? Le jugement critique, la créativité, la capacité à poser les bonnes questions, peut-être. C'est un vrai défi pour l'avenir de la pédagogie.